Je vois des parents Mm. qui veulent tellement le bien pour leur enfant que des fois ça devient un peu compliqué, puis l'enfant est un peu oublié là-dedans. C'est très paradoxal. Puis ça part d'une super belle intention. Mais à trop vouloir ce qui est parfait pour l'enfant, des fois, on oublie de juste laisser la vie couler, puis dire je vais accompagner mon enfant dans les défis qu'il va rencontrer, tu sais. Au-delà des murs est un balado qui donne la parole à différents intervenants engagés pour l'épanouissement de l'enfance. Au-delà des murs des installations, des organisations, des institutions, pour nommer les incohérences, les problématiques et les obstacles à l'épanouissement de l'enfance. Mon nom est Suzanne Dano et avec chacun de mes invités qui se démarquent par leur engagement, on va aller au-delà des préjugés, des limitations, des croyances, du conformisme. Et ensemble, on va explorer des initiatives, partager des expériences stimulantes et apporter des solutions à l'épanouissement de l'enfance. Si vous êtes interpellé par le vécu des enfants, mais je vous invite à laisser un commentaire, à partager et vous abonner à cette chaîne. Alors, je vous attends dans ce prochain épisode. Bonne écoute. Bonjour Serge, bienvenue, bienvenue, bienvenue. Je suis tellement contente de t'accueillir. Bienvenue dans cet entretien de Au-delà des murs. Merci de m'avoir invité. Oui, alors, comme première question, ben, c'est sûr que c'est intéressant que tu as donné l'occasion de te présenter parce que t'es pas à titre professionnel ici, tu es à titre personnel que je t'ai invité. Alors, je vais te laisser la chance de te présenter brièvement. Qui es-tu, Serge? Hmm. Moi, je suis à la base un amoureux de la vie avec un grand V, puis de toutes les formes de vie. Je suis un passionné des oiseaux, des champignons. J'enseigne l'ornithologie, la mycologie. Puis je m'intéresse à la vie en nature, l'autosuffisance. J'ai des grands jardins. Fait que c'est vraiment toutes les formes de vie. Puis je suis papa de deux enfants, deux grands-enfants, adultes depuis quand même plusieurs années. Puis je suis jeune grand-papa de deux petites filles qui sont les huitièmes et neuvièmes merveilles du monde. Donc une petite Bien fille de 8 entendu. ans, puis oui, bien entendu, c'est ça. Une de 8 ans, puis une de 2 ans et demi. Oh, 2 ans et demi, fait qu'elle est toute nouvelle encore dans la famille. Vraiment. Fait que c'est comment elle s'appelle? La toute petite, elle s'appelle Louvana, puis la plus grande s'appelle Naïma. Naïm. Puis j'ai la chance d'habiter dans un petit domaine avec des mini-maisons. J'habite dans une mini-maison, puis mes petites filles et ma fille habitent dans une petite mini-maison qui est à deux voisins de chez moi. Puis c'est un endroit qui n'a pas de circulation automobile, ce qui fait qu'ils sont un peu... ils peuvent être lâchés lousses puis venir visiter grand-papa à tout bout de champ. À tout bout de champ, la porte s'ouvre, puis je vois une petite bête qui apparaît. Fait que ça, c'est vraiment un des grands plaisirs de ma vie, de pouvoir avoir ce contact-là privilégié avec mes petites filles Ouais. presque tous les jours. Ben oui, c'est ça quasiment au quotidien. Même celle de 2 ans et demi connaît le chemin pour se rendre Ah jusque oui, chez grand-papa. ouais, toujours un peu supervisé parce qu'il y a une rivière aussi, là, tout près. OK. Mais généralement, ben c'est ça, on la surveille parce qu'en plus, c'est que moi qui habite à un endroit, ma conjointe qui se trouve être la mamie, puis ma fille et les petites. Fait que des fois, on communique ensemble, là. OK, Louvana, elle s'en va chez grand-papa, là. Fait que là, on fait le relais d'observation par les fenêtres, là, pour s'assurer qu'elle fait pas un petit Ah, écart de route. c'est ça. Elle prend le droit chemin directement d'une porte à l'autre, là. Ah, Ouais. c'est En charmant. s'arrêtant aux escargots, puis aux petites roches, puis... C'est sûr, c'est sûr. 2 ans et demi, il y a tout ça à découvrir, là, ouais. Ouais. Oui, oui, oui. Hmm. Alors, ben, merci de cette présentation-là. Je trouve ça déjà, ça met dans l'esprit là, de notre intention avec Au-delà des murs. La première question que j'aime poser, c'est qu'est-ce que c'est l'épanouissement? Parce qu'on parle d'épanouissement de l'enfance, mais je trouve ça Hmm. intéressant que tu nous parles de comment tu vois ce mot-là. Qu'est-ce que ça...
Qu'est-ce que ça évoque pour toi, épanouissement? Il me semble qu'il y aurait tant à dire, là. Pour moi, c'est un mot qui inclut beaucoup, beaucoup de choses. Mais je le vois vraiment, ben, ça doit être ma déformation, là, mais je le vois vraiment en termes de vie qui s'ouvre, qui change, qui se transforme. Fait que beaucoup aussi sous forme de cycle, avec un début, puis une suite on dirait qu'il n'y a pas de finalité, mais il y a quelque chose qui se précise, je dirais. Fait que ça part pour moi, l'épanouissement, ça part d'un ensemble infini de possibilités. Puis à un moment donné, il y a quelque chose qui se précise, il y a quelque chose qui s'ouvre puis qui s'agrandit. Puis à la fois, il y a quelque chose qui se focalise, je trouve, dans l'épanouissement, là. Autant dans le développement des dons, dans le développement des talents, dans le développement des qualités, des intérêts. Fait qu'il y a quelque chose qui devient plus spécifique, puis qu'en même temps, qui a un rayonnement plus large, là. Fait que je dirais que dans l'infini des possibilités, ça reste très très vaste, puis tout est possible, mais en même temps, au niveau de la réalisation, c'est moins concret. Fait que ça amène, pour moi, l'épanouissement, c'est l'apparition du concret, puis l'avancée vers le concret. Puis je vois ça aussi beaucoup comme dans le potentiel. Je vois la graine de vie ou une graine de plante. Là, si on me donnait un petit bocal avec plein plein de graines, juste à les regarder, je ne saurais pas vraiment ce que chaque graine peut donner. Puis je pense que dans l'épanouissement, c'est cette découverte-là aussi de semer la graine dans de bonne terre, puis d'essayer de trouver les bonnes conditions pour cette graine-là pour qu'elle puisse livrer l'ensemble de ce qu'elle porte comme potentiel. Fait qu'il y a ça aussi, il y a la nature spécifique qui est à découvrir puis qui n'est pas à décider. Fait que ça, pour moi, dans l'aspect de l'épanouissement, il y a ça, il y a toute cette, ce miracle-là qui se passe, puis cette découverte-là qui demande de ne pas avoir d'attente dirigée. C'est vraiment le plaisir de la découverte, là. Pour moi, c'est vraiment ça. Il y a quelque chose qui se montre, puis qui apparaît puis qui demande juste à être accueilli comme c'est. Ouais, brièvement, je dirais que c'est vraiment ces images-là qui, vraiment le- ce qui grandit, ce qui s'ouvre, ce qui s'élargit, ce qui se précise, puis c'est vraiment ça pour moi l'épanouissement. Hmm. Je trouve ça fabuleux de voir toutes les images qui viennent d'une personne à l'autre avec cette même question. Puis Hmm, ce que je trouve intéressant dans ce que tu nommes, c'est de voir comment, quand on parle de la graine, on ne sait pas qui elle est. hmm, Fait que c'est comme l'infini des possibilités. Fait que ça s'ouvre. Puis en même temps, ça se concrétise. Fait que ça pourrait paraître hmm, comme contradictoire, mais non. Tu sais, en tout cas, j'aime beaucoup l'image de cette ouverture, cette découverte. Puis en même temps, ça se concrétise, là. hmm, C'est comme une belle image. hmm, Toi, tu dirais quelle dimension de ta vie tu considères épanouie? Est-ce qu'il y a toutes tes parties? Est-ce que tu te considères un être épanoui à part entière ou comment tu te hmm. qualifies toi-même par rapport à ton propre épanouissement? Ouais. Ben pour moi, il y a jamais d'achèvement, là. On dirait que c'est une dimension, ben c'est ça, je peux la regarder dans une dimension de l'impression que je fais actuellement de ma vie ou la regarder dans une perspective du temps, d'hier à aujourd'hui. Puis je peux aussi voir, j'arrive à voir aussi où est-ce que ça peut aller dans la suite de l'épanouissement. Fait que pour moi, c'est jamais terminé. Puis dans cette dimension-là aussi où il y a des choses qui se précisent, je constate bien que j'arrive à 50 ans bientôt, là, je constate bien que mon épanouissement d'aujourd'hui peut être aussi grand que celui que j'avais à 20 ans, par exemple, mais je fais pas partout la même affaire. J'ai pas la même connaissance de moi, je fais pas les mêmes actions, je suis pas au service des mêmes causes puis j'ai pas non plus le même regard sur les choses. Donc, on dirait qu'il y a la qualité de l'épanouissement, puis je dirais aussi, dans l'épanouissement, pour moi, il y a euh, une convergence ou une fidélité à ma nature, puis à ce que je porte, qui est plus grande avec le temps. On dirait que le fait de me connaître mieux, là, ouais, je dirais qu'à 20 ans ou à un petit peu plus tard,
j'étais dans un grand épanouissement en termes d'action, là. J'ai quand même eu cette fidélité-là assez, quand même partout dans ma vie, pas mal partout dans ma vie d'adulte. Cette fidélité-là à mon essence, mais sans connaître trop l'essence tout le temps. Fait qu'il y a eu beaucoup d'essais-erreurs, il y a eu beaucoup d'explorations qui m'ont apporté beaucoup aussi, puis qui m'ont appris à converger puis à focaliser, mais cette convergence-là, on dirait qu'elle est jamais achevée. C'est un peu dans ce sens-là. Fait que je sens que je suis encore en transformation puis en accouchement ou en aboutissement, là. Il y a quelque chose qui est encore en marche par rapport à ça. Puis par rapport aux sphères de ma vie où je me sens épanoui, ben, il y en a quand même beaucoup, là. Il y a dans ma sphère personnelle, je me sens vraiment épanoui dans ma vie de parent, qui est moins sollicité, là. Je suis moins sollicité que quand mes enfants étaient plus jeunes. Dans ma vie de grand-père, je me sens excessivement épanoui, là, vraiment. C'est vraiment un espace vraiment merveilleux de ma vie là, qui m'apporte énormément. Puis dans ma relation de couple aussi, c'est de l'épanouissement. Puis toujours aussi dans un chemin par rapport à ça. Puis dans ma vie professionnelle aussi, là, je parlais des oiseaux tout à l'heure, là, j'ai quand même plusieurs choses, domaines importants qui sont en lien justement avec cette essence-là que je porte. Puis il y a aussi la communication relationnelle que j'enseigne qui fait beaucoup partie de ma vie personnelle dans dans ma pratique quotidienne, mais qui fait aussi partie d'un aspect professionnel aussi dans lequel je m'épanouis davantage de jour en jour, là. Mais c'est encore une fois sans qu'il y ait d'aboutissement ou sans que je me sente jamais rendu finalement. Puis je suis aussi dans l'espèce d'écoute permanente de OK, ben qu'est-ce qui est plus convergent, qu'est-ce qui va plus vers mon essence, à quoi je me sens appelé. Souvent je pose cette question-là très ouverte de où est-ce que la vie me veut. Puis il y a ce consentement-là, puis cette ouverture-là aussi à entendre, puis à saisir où est-ce que ma place se trouve en essayant encore une fois de ne pas juger euh, qu'est-ce que la vie me tend comme invitation là. Puis qu'est-ce que je vais devenir. Fait que je me frotte des fois les mains en me disant ah, je sais pas, hein, dans 5 ans. Moi, je serais pas capable de répondre à la question dans 5 ans où est-ce que je me vois là. Ben, je pourrais faire une tentative, mais dans ma tête, je me croirais pas là. Je ferais ah mon Dieu, je peux tellement pas savoir là. D'un 5 ans à Mhm. l'autre, là, si j'avais dû m'exprimer 5 ans avant, j'aurais pas su là. Pas le style avoir un plan quinquennal, puis ensuite te donner des objectifs, puis dire, bon, là, on atteint ces objectifs-là, puis on progresse, là. T'es pas dans Ouais, cet non, pas du esprit-là. tout. Non. Mm. J'ai des élans, j'ai des choses vers lesquelles je veux tendre. Puis je pense aussi dans l'aspect de l'épanouissement, je me sens tout le temps quand même en décalage entre ce que j'arrive à mettre en place puis à devenir, puis là où je voudrais aller, là. Il y a tout le temps une espèce de dichotomie ou une parcelle de décalage. Puis en même temps, comme si je suis à la traîne un petit peu entre où est-ce que je voudrais être puis où est-ce que je suis, un petit décalage. Puis en même temps, le chemin il est pas, justement, comme tu disais, c'est pas un chemin qui est rectiligne. Je peux pas faire une projection de OK, si je suis ici maintenant, ça veut dire que dans 5 ans, je vais être rendu là. Fait que non, j'ai des aspirations, des élans, puis à la fois l'écoute dont je parlais tantôt là, au jour à jour pour dire OK, ben je vais écouter parce que peut-être que la vie elle me veut ailleurs, puis je vais consentir rendu là, là. Ça me rejoint beaucoup parce que moi, je trouve qu'avec les années, j'ai découvert comment, c'est comme si la vie a un agenda pour moi. Mhm, Puis je suis pas toujours au courant de ce qu'elle avait prévu. Fait que c'est comme d'embrasser hein, davantage ces ouvertures, ce flot qui se présente et mhm, non pas dire moi je m'en vais par là, puis c'est par là que je veux aller. Là. On peut avoir des élans, comme tu dis, des aspirations, mais il y a une partie qu'on contrôle pas, hein, qui est comme mhm, un flot de la vie qui passe à travers nous et qui nous guide, mhm. qui nous dirige d'une certaine façon, hein. Ouais, Absolument. ça me parle beaucoup, cette image-là. Parce que ça correspond à comment je saisis aussi ma vie, là. Fait que je me sens rejoint dans ces images-là. Puis dans ce que tu racontes, je fais le lien aussi avec ta définition d'épanouissement, comment tu t'apprends à te connaître, puis en même temps, fait que ça devient un petit peu plus concret, mais en même temps, il y a l'effet découverte
de cette Mhm. progression-là, de ce cheminement-là qui n'est jamais fini. Fait que je trouve ce que tu racontes par rapport à ton propre épanouissement, ben, ça fait des liens avec ta définition. Fait que Mhm. que je voyais comment tout ça s'intègre et est très cohérent dans ton explication, là. Hmm. Mhm. Maintenant, moi, un des moteurs de faire ces podcasts-là, c'est parce que je suis habitée par certaines préoccupations quand j'observe l'enfance. Alors, j'aimerais ça ouvrir la porte sur, à partir de ce que tu observes autour de toi. Il y a ta réalité avec tes petits-enfants, tes petites-filles, mais aussi probablement avec des familles autour de toi, Mhm. des observations que tu peux faire. Ça serait quoi les obstacles à l'épanouissement de l'enfance, selon ton point de Mhm. vue, ton angle, ton expérience? Ouais, c'est intéressant parce que, ouais, je suis en contact avec pas mal de familles. Puis je vois aussi les enjeux, je dirais, au niveau de société, là. J'ai envie de dire, si on globalise la relation entre les enfants et les adultes, tous les adultes qui traversent la vie de l'enfant, en fait, qui ont tous un rôle à jouer. Bien entendu, les parents ont un rôle plus proche puis plus influent, mais il y a beaucoup d'adultes qui peuvent graviter auprès des enfants. Puis je pense qu'on a tous un peu une responsabilité dans l'épanouissement de l'enfant. Puis je pense que dans les obstacles à l'épanouissement, ben, il y a souvent les idées qu'on se fait de ce que c'est être un enfant, puis ce qui est important pour un enfant. Fait que j'entends toutes sortes de choses, puis je dirais que c'est même un peu déroutant parce que pour un parent, là, je me mets dans la peau d'un parent d'aujourd'hui, puis je me dis avec tout ce qui est proposé, là, je vois énormément de parents très conscients, des parents qui veulent bien faire, qui cherchent. Puis il y a comme, j'ai envie de dire, on est un peu dans un univers où on est dans l'embarras du choix, où il y a beaucoup de choses qui sont enseignées en termes d'éducation. Puis ça peut être assez difficile de s'y retrouver, où on peut aller dans plein d'espaces différents. Puis il n'y a pas tellement de constance sociale non plus, familiale. On est dans un univers un petit peu plus segmenté, je pense. J'ai pas vécu toutes les époques, là, mais de ce que j'en sais, il y a moins de références universelles là, ou de société. Fait que tout le monde y va comme ils peuvent. Puis je pense que des parents, la plupart des parents que moi je rencontre, en tout cas, c'est des parents qui cherchent. Fait que c'est sûr que je suis biaisé par mon expérience. Mais c'est ça, c'est que ce que je vois comme phénomène qui peut être un obstacle à l'épanouissement de l'enfant, c'est ce que j'appelle l'idéalisme parental, là. Je vois des parents Hmm. qui veulent tellement le bien pour leur enfant que des fois ça devient un peu compliqué, puis l'enfant est un peu oublié là-dedans, c'est très paradoxal, là. Puis ça part d'une super belle intention, mais à trop vouloir ce qui est parfait pour l'enfant, des fois, on oublie de juste laisser la vie couler puis dire je vais accompagner mon enfant dans les défis qu'il va rencontrer, tu sais. Fait que Des fois, c'est comme un besoin de contrôler, hein? Tu sais, c'est comme contrôler les conditions pour s'assurer que le oui, meilleur est là. On perd justement ce flot de la vie qui passe, là, c'est ça? ouais, exact, c'est ça, c'est vraiment ça. Puis c'est pour ça que puis je trouve ça très délicat comme sujet parce que ça part vraiment d'une bonne intention. Mm. Mais je pense quand même qu'il y a quelque chose à réhabiliter autour de ce que les enfants peuvent vivre comme contrainte dans la vie. Ça, c'est vraiment, je dirais que s'il y avait un thème qui, moi, me préoccupe beaucoup par rapport aux enfants et leur épanouissement, c'est dans quelle mesure on peut un peu lâcher ce contrôle-là sur l'extérieur puis accompagner l'enfant davantage dans qu'est-ce qu'il va vivre comme contrariété, qu'est-ce qu'il va rencontrer comme défi, puis dans un univers tellement imparfait, là. Puis je veux dire, c'est ça la vie. La vie, elle va être imparfaite quand les enfants vont être adultes, aussi bien les équiper à faire face à ces contrariétés-là. Fait que ça, pour moi, c'est un des gros obstacles qui en même temps, c'est pas très clair de mettre le doigt dessus quand on est dedans, là. C'est pas clair de Mm. dire, ah, mais Colin, moi je veux le meilleur pour mon enfant, mais est-ce que le meilleur, c'est de lui offrir les meilleures conditions ou c'est de l'accompagner, peu importe les conditions, tu sais. Puis il y a de la mesure à mettre dans tout ça, là. Fait que c'est un équilibre délicat.
Puis justement, un peu dans la même veine, mais je trouve que ce qui va aider un enfant aussi à développer son épanouissement, c'est le fait d'avoir des contraintes qui vont pas être juste les contraintes de la vie, mais qui vont être aussi les contraintes du vivre ensemble, les contraintes que les parents vont mettre en place. Fait que ça aussi, c'est quelque chose que je vois qui est un peu mis à mal, la contrariété que les enfants peuvent vivre, qu'ils peuvent rencontrer. Puis moi, comme parent, on dirait que c'est intéressant quand même parce que je l'ai bien vécu, là. Un J'étais un hyper hyper. papounet, tu sais. OK. C'est-à-dire que j'étais un papa qui voulait donc que ses enfants soient confortables, qu'ils vivent Mm, pas mm, de frustration. Mais c'est parce que ça me mettait en échec comme parent. Quand mes enfants montraient de la colère ou de la désapprobation, ben c'était comme un échec de parent que je mm, vivais. Fait que j'étais hyper papounet, puis je voulais pas non plus reproduire les conduites qui avaient été difficiles pour moi, là, d'être plus contrôlant ou colérique. Mais je veux dire, j'étais mou. Puis là, à un moment donné, quand j'en pouvais plus, je faisais exactement ce que j'avais reçu. Puis là, je me vivais avec beaucoup de difficultés, là, puis je m'en voulais, tout ça. Fait que bref, j'ai fait un long chemin qui est euh, euh, extrêmement formateur, puis qui a beaucoup transformé ma relation avec mes enfants qui étaient en train de vieillir à ce moment-là, puis avec lesquels j'avais de l'influence. Fait que j'ai vu tout ce que ça a amené comme différence dans ma relation avec mes enfants, mais ce que ça leur a permis aussi d'aller chercher comme force intérieure pour faire face à ces contrariétés-là, certaines de ces contrariétés-là, c'est moi qui les mettais en place à partir de valeurs et tout ça, là. Mais bref, j'ai vu vraiment dans ma propre vie la différence entre une absence de cadre ou peut-être pas une totale absence de cadre, mais le moment où je suis devenu plus solide. Puis je pense que si je fais le lien avec l'épanouissement, je vois ça un peu comme le tuteur d'une plante, là. Le tuteur, c'est pas une cloche de verre qui enferme l'épanouissement, c'est quelque chose qui permet à la plante de s'accrocher pour aller plus haut puis pour s'épanouir plus large. Fait que c'est vraiment plus une solidité qui est offerte. Puis dans cette contrariété-là, si moi je mets une limite, là, je pense que les limites sont mises à mal là, vers les enfants, ben, si je mets une limite, elle est claire, elle est connue, ça devient bien plus sécurisant pour un enfant que l'absence de limite. Puis l'enfant, il peut s'appuyer sur la limite, puis là, on le voit pas, là, mais se faire les muscles. Puis s'il se fait les muscles parce qu'il rencontre des endroits où il peut pas aller, puis qu'il va se débattre un peu pour y aller, puis qu'il va négocier, puis que la limite, elle va tenir, ben, ça permet à l'enfant de se forger. Puis pour moi, se forger, c'est aussi ça développe des potentiels, ça développe des choses que l'enfant porte, des ressources, l'accès à des ressources. Puis ça fait partie aussi de l'épanouissement. Puis si ce cadre-là n'existe pas, ben il y a quelque chose de plus mou. On ne peut pas contenir de l'eau s'il n'y a pas de rebord dans un contenant. Fait que c'est vraiment le contenant. Puis ça, je pense que c'est une des choses, moi, qui me préoccupe, puis que je pense qui est nécessaire à l'épanouissement d'un enfant, c'est lui offrir des contours, des tuteurs, des limites, des contraintes pas pour le fun, mais des contraintes qui sont attachées à des valeurs, qui sont attachées à du vivre ensemble, puis accompagner l'enfant à faire face à ça. mm, tout à fait. Et tu dis, c'est une des choses qui te préoccupe dans le sens que c'est quelque chose que tu vois qui est comme peut-être moins ancré Mhm. dans, dans la parentalité d'aujourd'hui, là. Ouais, ben oui, puis tu sais, on part je pense, là, je fais des généralités, là, Mm, Euh, mm, mais on parle quand même d'un univers où il y avait beaucoup de contrôle sur les enfants, très peu de place à l'enfance. Tu sais, même mes parents à moi, ma mère avait pas le droit de parler à table, les enfants n'avaient pas le droit de parler à table. Et on est dans deux générations, les parents que j'accompagne, c'est deux générations. Puis là, on est rendu à donner, puis c'est correct là, de considérer les enfants pas comme des humains comment je pourrais dire, en devenir, mais des humains à part entière. Puis ça, j'espère qu'il n'y aura pas de recul là-dessus. Par contre, je pense qu'on est dans une tendance du balancier qui est un peu à l'inverse, où les parents sont en difficulté dans cette mesure-là qui est à mettre.
Puis, tu sais, moi, Mhm. le premier, là, étant donné que j'ai souffert d'un autoritarisme, ben, j'ai voulu être permissif, mais dans les mêmes disproportions. Mm. Puis, au Mm. bout du compte, ni un ni l'autre, c'est ce qui est à chercher, j'ai l'impression, là. Fait qu'il y a quelque Ouais, chose à réhabiliter. c'est comme si on a voulu rejeter ce qu'on a vécu, mais on Mhm, savait pas qu'est-ce qu'on pouvait créer d'autre. Fait qu'on est dans comme, je sens qu'il y a comme du flou. Puis justement, quand tu parlais d'une multitude de conseils, de mhm, suggestions, de propositions, c'est parce qu'on est en recherche de savoir comment on peut faire autrement. mhm, Puis aussi, tu sais, dans cette difficulté de mettre des tuteurs ou de mettre un cadre, je pense qu'il y a aussi la force que ça prend comme parent de résister au désir, hein, au mhm. désir, puis aux élans, puis aux pulsations aux pulsions que peuvent avoir les enfants à justement les confronter, ces limites-là, hein. Ouais, c'est Mm. ça. Puis il y a une différence entre accueillir, valoriser ces élans-là. Puis dire oui, dire non, ça veut pas dire Mhm. qu'on les refuse, qu'on les rejette, qu'on les dénigre. C'est ça qui est la grande nuance pour moi, là. C'est comment Mm. à la fois on peut offrir un cadre qui va être solide, qui va être fixe, pas immuable d'une façon entêtée, mais immuable parce que ça fait encore du sens. Puis comment je peux accompagner l'enfant, premièrement en accueillant ses élans, en accueillant ses désirs, puis comment je peux l'accueillir avec tout ce qu'il va vivre autour du fait qu'il pourra pas aller au bout de ça parce que moi je vais pas le permettre, là. Fait que c'est ce rôle-là d'être à la fois père et papa, mère et maman, là, le solide puis l'accompagnant, là. Ouais, 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 ouais. Puis de maintenir ça alors que il y a tellement de parents qui ont des horaires chargés, qu'ils arrivent à la maison en fin de journée épuisés avec déjà Mhm. tout le qui est lié au travail, puis que là, d'avoir à maintenir un cadre, Ouais, c'est un c'est bon défi, exigeant. là. Ouais. Ouais, Ouais, puis tout à fait. la dynamique des enfants qui vivent en famille recomposée aussi, c'est aussi un Mm. défi, je trouve, actuel, là. C'était là aussi quand moi j'étais parent, mais c'est cette espèce On dirait que quand la famille est séparée, ça amène des enjeux quand même très différents. Il y a juste un parent pour intervenir plutôt que deux. Euh, Mm. tu sais, il n'y a pas de relais possible. Puis des fois, il s'installe une forme de rivalité, l'enfant qui va préférer aller chez un parent plutôt que chez l'autre. Puis là, les parents se mettent à voir dans les élans de l'enfant un peu leur bulletin comme parent, alors que c'est pas de ça qu'il s'agit, là. Un enfant on n'est pas, ça c'est une phrase qui a été très importante pour moi, on n'est pas là pour être aimé de nos enfants. Mm. Fait que si on cherche, si c'est ça qu'on cherche, à être aimé, être validé, on va passer à côté. Puis l'enfant, Mm. c'est pas de ça qu'il a besoin. Fait Mm. que oui, je pense que l'amour, il peut être très profond, mais c'est pas parce que l'enfant, il se révolte, il se rebelle, que premièrement, c'est pas parce qu'il se rebelle qu'il nous aime pas, mais ça veut pas dire qu'on fait de mauvais job de parents, au contraire, hein. Fait que Mm. ça Mm. aussi, c'est Mm. un mythe, je pense, qui prend beaucoup de place. Puis dans cette rivalité-là, c'est sûr qu'un enfant qui dit ben moi j'aime mieux aller chez maman, j'aime mieux aller chez papa. Ça peut C'est dur à entendre. ouais, c'est dur à entendre. Fait que moi j'ai beaucoup de compassion pour les parents d'aujourd'hui qui vivent des défis dans toutes leurs tentatives à accompagner Ouais, l'épanouissement de leurs enfants. ouais, ouais, ouais. Mm. Puis là, on parle de intérieurement par rapport à mes valeurs et tout, mais après ça, quand il y a l'exposition à d'autres familles, d'autres valeurs, Mhm. d'autres réalités qui viennent rajouter encore plus des fois de confusion, là, tu sais, c'est comme, c'est comme moyen défi, le fait qu'il n'y ait plus de repères. Tu sais, avant, il y Exact. avait c'était des modèles traditionnels, fait qu'on savait ce qu'il fallait. C'était peut-être pas toujours la bonne façon de faire, mais au moins, il y avait un cadre clair pour les parents. Aujourd'hui, le fait que ce cadre-là n'existe plus, on est à la recherche de mille et une possibilités. Fait que ça crée encore plus de confusion puis de possibilités Mhm. de se perdre, là, hein? Ouais, ouais. Oui, alors que notre connaissance sur la petite enfance puis sur le développement des enfants est plus grande qu'elle l'a jamais été, là. Mm, Mais c'est mm. ça, ça ouvre à une espèce de panoplie dans laquelle on peut nager puis se perdre, là. Ouais, Ouais. exactement. Et toi, dans le fond, moi, si je t'ai interpellée à partir de ce que j'ai
pu voir sur ce que je connais de toi par rapport à ta relation avec tes petites filles. Mhm. Fait que j'aimerais ça que tu me parles justement de qu'est-ce que tu mets en place avec elles. Tu disais justement tantôt comment ce rôle de grand-père était quelque chose d'important dans ta vie. Donc, peux-tu nous en parler? De quelle façon tu vis l'épanouissement comme grand-père? Puis, qu'est-ce que ça te permet de vivre? C'est drôle, ça me fait sourire puis ça m'émeut en même temps parce que quand tu dis comment tu vis ton épanouissement comme grand-père, là, j'ai vu mon propre épanouissement de grand-père, puis j'ai vu l'épanouissement aussi dont je suis témoin, là, puis auquel je participe aussi chez mes petites filles. Fait que ça me touche comme à deux niveaux, là. On, Hmm. tu sais, je suis né comme grand-père au moment où ma petite fille, ma première petite fille est née, là. Fait qu'il y a vraiment des naissances puis des épanouissements parallèles dans ces histoires-là. Puis c'est ça, pour moi, vraiment une découverte. Tu sais, on parlait tantôt, on sait pas trop, il y a un ensemble de potentiel, puis qu'est-ce qui va s'activer, puis qui s'activera pas. Puis moi, même les conditions d'arrivée de ma petite fille, c'était pas des conditions avec lesquelles j'étais confortable. Fait que j'avais même des anticipations, puis je savais pas trop là, comment ça allait se passer pour elle. Finalement, il n'y a rien qui s'est avéré être fondé, là, on va dire ça comme ça. Mais c'est ce chemin-là de devenir grand-père, puis la relation que j'ai développée avec ma petite fille, c'est vraiment une découverte permanente. Il y a quelque chose qui se transforme, bien entendu, là, avec le temps qui avance. Puis tu sais, là, je m'appuie beaucoup sur la plus grande parce que c'est avec elle que j'ai le plus de continuum, puis c'est là où il y a le plus de transformation. Fait que je m'appuie sur cette relation-là. Puis c'est vraiment là où est-ce qu'on se rencontre, là où est-ce que ça converge, là où je suis sollicité dans mon rôle d'adulte. C'est vraiment des découvertes, là. C'est des appels de la vie, puis c'est à chaque fois, c'est ben OK, j'y vais pas, là. Fait que dans ce consentement-là, j'y vais, puis ce que je découvre, c'est vraiment des choses que j'aurais jamais pu prévoir. Tu sais, depuis le jour un. Fait que je pense qu'il y a un contexte qui rend ça encore plus facile ou je dirais plus intensif, c'est le fait qu'on soit justement proche physiquement. Fait que ça multiplie les contacts, puis ça permet des choses qui sont pas nécessairement possibles par ailleurs. Là, je donne il y a un des très bons exemples où on se rejoint énormément, puis que je vois à quel point cette relation-là est importante pour tout le monde. Là. Tu sais, je vois vraiment, il y a un système ici, là, dans le sens que un système familial élargi, là, qui n'est pas juste la famille nucléaire, mais qui est l'entourage. Puis, tu sais, ça arrive que ma petite fille a vit des contrariétés avec sa mère. Ben là, puis sa mère est monoparentale. Fait que là, il y a la dimension que je parlais tout à l'heure, là, quand il n'y a pas deux parents, puis un parent pour prendre le relais. Fait que ça arrive des fois que ma petite fille, elle claque la porte, elle se sauve. Elle s'en vient où? Elle s'en vient voir grand-papa. Puis là, elle peut décharger, dire maman est pas fine, puis elle a pas le droit. Puis elle peut vraiment exprimer tout ce qu'elle vit là, de façon brute. Puis moi, je vais l'accueillir là-dedans. Puis je suis pas déclenché, je suis pas dérangé, je suis pas, je fais pas partie de la situation. Fait que je peux l'accueillir. Ah ouais, ta mère est vraiment pas gentille. Qu'est-ce qu'elle a dit? Qu'est-ce qu'elle a fait? Fait que ça permet de décharger beaucoup ce qu'elle porte au départ. Puis après ça, ben, je suis pas fou aussi, là. Je vois la job extraordinaire que sa mère fait. Fait que je suis capable de dire, mais pour que ta maman elle t'ait dit telle chose, là, il s'était passé quoi, coudon? Puis là, tranquillement, pas vite, on avance dans la situation. Puis c'est par elle-même qu'elle va faire, ah ouais, hein. Je sais pas comment ça peut être pour ta maman, hein, que t'aies fait ça, ou que t'aies poussé ta soeur, ou peu importe, là. Puis là, ah ouais, hein. Puis là, elle fait des liens par elle-même, puis elle voit qu'est-ce qui s'est mis en place, puis comment... Mais qu'est-ce qui permet ça, en fait? C'est le fait d'être complètement... ben, pas détaché, parce que des fois, j'entends des choses, puis je fais, ah, c'est triste ce qui se passe, là. Je suis ému par ce qu'elle vit, mais je suis pas chargé de la situation. Fait que ça permet de pouvoir lui donner cet espace-là, puis qu'après ça, elle puisse retourner... faire le bout qu'elle a à faire. Puis en même temps, l'air de rien, si ma fille, il y a des choses qui se sont passées pour elle, puis que ça l'a aussi envahi,
ben ça lui permet aussi de redescendre. Fait que chacun de son bord redescend, mais pas ensemble. C'est difficile de descendre ensemble quand on est dans une tension, là. Fait que je Hmm. vois que ce que j'arrive à mettre en place avec ma petite fille, j'ai pas pu le mettre en place avec mes enfants. Ça a rien à voir. C'est pas le même, c'est pas la même relation, c'est pas le même contexte, c'est pas les Qu'est-ce mêmes qui enjeux. fait, en quoi c'est différent? Ce qui est différent, c'est de pas être concerné dans la difficulté. Fait que je suis pas à la fois celui qui a mis la contrainte, qui a créé la frustration, puis celui qui doit accompagner l'enfant qui vit une frustration. Fait que ça se fait ça aussi comme parent, mais c'est beaucoup plus exigeant. Puis surtout, si le parent est dérangé, puis s'il vit quelque chose par rapport à ça. Tu sais, on parlait tantôt les parents qui vont voir la réaction de l'enfant comme étant leur bulletin de parent. Ben, si je suis affecté soit dans mon estime ou dans ma vision de parent, puis que je suis chargé de ça, je n'aurai pas les mêmes capacités relationnelles d'accompagnement de mon enfant. Fait que quand moi, ma petite, elle arrive ici, là, j'ai aucune charge. Hmm. Puis dirais-tu que toi, comme grand-père, est-ce que tu as des contraintes à mettre à ta petite fille? Ah, bien sûr. Et Oui. là, comment est-ce que ça te challenge ça aussi, comme si tu étais le père? C'est ça que je vois, tu sais, parce que tu nommes, c'est comme si, Mhm. comme parent, on a des contraintes à mettre, mais toi, finalement, dans ton rôle de grand-père, vu que tu la fréquentes quasiment au quotidien, il doit y avoir des... Comment tu vis ça? Ouais, ben c'est intéressant parce qu'il y a pas tant, on vit pas tant d'enjeux par rapport à ça, ce qui est quand je lui dis mettons je suis pas disponible ou c'est pas le moment ou ben je vais être capable aussi d'accueillir là. Il me semble que tu travailles beaucoup grand-papa. Ah oui, hein, t'aimerais ça qu'on se voit plus souvent, hein? Moi aussi j'aimerais ça qu'on se voit plus souvent, puis c'est vrai que je travaille beaucoup ces temps-ci. Tu sais, fait que il y a c'est pas toujours des postures c'est pas le monde de licorne, là, c'est pas toujours des postures qui fonctionnent bien, mais il n'y a pas d'enjeu, là, il n'y a pas de challenge au niveau de ça, là. Fait que disons qu'à ce niveau-là, c'est plus facile à gérer. Mais quand même, je vis des choses des fois par rapport à ma petite fille. Puis ça aussi, il y a un mythe, je trouve, que j'observe, que si on n'est pas le parent de l'enfant, on peut pas intervenir, c'est pas de nos affaires. Puis pour moi, ça, c'est vraiment euh, ben, comment je dirais, c'est une méprise très grave, parce qu'on est des adultes en relation avec des enfants. Puis c'est vrai que j'ai pas les droits d'un parent, mais je suis un adulte, je vis des affaires, je suis un humain, puis j'ai quelque chose à livrer aussi. J'ai quelque chose à apprendre de mes petits-enfants, mais j'ai quelque chose à leur apprendre aussi. Dans la mesure où ils en feront ce qu'ils en voudront, mais je suis dans une posture de témoin, là, j'ai envie de dire que je peux témoigner de qu'est-ce que j'observe, qu'est-ce que ça me fait vivre, puis en m'impliquant. Fait que des fois, je vais être témoin de choses qui se passent dans la relation familiale, puis je vais vraiment mettre une limite qui va être à partir de moi. C'est pas parce que je suis un parent que je te dis que moi, je vais pas permettre ça. C'est parce que je suis un adulte, un humain, puis que face à toi qui fait ça, ben moi, je peux pas valider ça, je peux pas permettre ça. Puis je vais pas le Hmm. permettre. C'est cette fameuse solidité-là, mais c'est pas au nom du fait que même pas au nom du fait que je suis le grand-père, là. C'est même pas dans Non. le, je suis un adulte, puis ce que je Oui. vois, je ne peux pas le permettre. Hmm. Fait que je vais Hmm. vivre des choses aussi. C'est une petite fille justement qui s'épanouit bien, donc elle est très en sécurité. Puis je pense qu'un enfant qui est en sécurité, il va se permettre plus. Fait que s'il se permet plus, il va se permettre plus d'exprimer quand elle n'est pas contente, puis quand ça ne fait pas son affaire, elle va négocier davantage. Fait que ça demande encore plus de solidité. Je pense que quand on a de la solidité, les enfants, ils vont le tester. À quel point c'est solide, cette affaire-là. Je vais le shaker assez pour voir, c'est-tu vrai que c'est solide? Fait que c'est ça. Puis des fois, je vais vivre des choses. Puis moi aussi, je vais être des fois, par moment, là, c'est plutôt rare, mais moins que quand j'étais parent. Mais je vais des fois être envahi par des choses qui vont me faire réagir, des choses qui m'échappent, des choses qui me renvoient à plein de choses qui Hmm. m'habitent, là. Fait qu'à ce moment-là, ça demande que je prenne le temps de m'occuper de ça avant de pouvoir être plus disponible pour revenir dans la relation. Mhm. Tu disais en entrée de jeu comment, dès le jour 1,
Mhm. ça avait comme créé une expérience vraiment particulière et différente d'être grand-père. Tu peux-tu en parler un petit peu plus de qu'est-ce que c'est quoi les différences ou qu'est-ce que ça t'a apporté d'être grand-père ou qu'est-ce que tu Mhm. associes à cette expérience-là? Mhm. Ouais. Hey, c'est fou, hein, ça m'émeut là, juste d'y penser. Puis c'est drôle parce que quand, comme je disais, tu sais, dans la grossesse, moi j'ai eu un apprivoisement à faire en lien avec des peurs que j'avais, là, qui se sont pas avérées justes. Mais je rencontrais plein de monde qui me disait «Ah, tu vas voir là, être grand-parent, là, c'est tellement extraordinaire. Ils nous aiment tellement. Fait que c'est comme si j'entendais ça, ça m'aidait à me préparer puis faire ah oui, mais je vais pas avoir accès à l'expérience, là. Mais j'entendais ça, puis c'était tellement tout le temps un peu la même chose, ça allait tout le temps dans la même direction. Je me disais, mais voyons, c'est quoi ce truc-là? Des grands-parents, tu sais. Puis je veux dire, j'ai eu des grands-parents, puis j'ai vu mes parents et grands-parents. Bon, mais on dirait que je n'étais pas capable de connecter à cette expérience-là. Puis là, quand je dis le jour 1, ben, rencontrer cet être-là, il s'est passé quelque chose aussi. Puis il y a comme quelque chose déjà dans, je sais pas qu'est-ce qu'on est appelé à vivre ensemble. Je sais pas qu'est-ce qui fait que tu as choisi d'arriver ici maintenant, tu sais. Puis est-ce que, tu sais, je sais pas qu'est-ce que tu as choisi de venir vivre avec moi, tu sais, on va le découvrir ensemble, là. J'en ai aucune espèce d'idée au début. Puis ça, j'avoue que j'aime ça. À la fois, je sais pas, tu sais, est-ce que ça va être un lien distant dans lequel il n'y aura pas d'affinité? Est-ce que c'est un lien de proximité, puis d'affinité, puis à quel niveau aussi? Quel niveau d'affinité? Fait que, puis là, il se trouve que l'histoire montre que jusqu'à maintenant, ça a été une convergence d'affinité, puis une convergence de temps de présence. Puis là où ça m'apporte beaucoup, c'est qu'il y a des choses, ben, moi ça fait partie un peu de ma philosophie de vie, c'est que j'ai des pactes de vie avec les personnes importantes de mon existence. Puis dans ces pactes-là, c'est justement qu'est-ce qu'on est venu vivre ensemble. Autant au niveau des défis, qu'est-ce que tu vas me ramener de mon histoire? Qu'est-ce que tu vas me faire travailler? Qu'est-ce que tu vas me demander de devenir inconsciemment? Mais aussi, dans les cadeaux, pour moi, ben, les deux, c'est des cadeaux, mais disons qu'il y en a qui sont plus faciles à accueillir que d'autres, là, qui sont mieux C'est ça. enveloppés que d'autres. C'est ça. Mais dans les cadeaux bien enveloppés, c'est toute cette affinité-là que je vis avec ma grande en termes de notre connexion avec la nature. Mm. L'émerveillement au niveau de la nature. Parce que ça, il n'y avait rien qui laissait présager ça à l'avance. Dans la petite graine qui est arrivée là, là, hein? Ouais, exact. Puis avec Ouais. la toute petite de 2 ans et demi, c'est pas à ce niveau-là que ça se passe, mais Mhm. c'est hyper fort. Mais ça se passe pas à ce niveau-là. Fait que ils sont où nos points de convergence, nos points d'intérêt, Puis quand je dis nos points d'intérêt, c'est pas juste s'intéresser aux mêmes choses, mais c'est la façon avec laquelle on s'y intéresse. Fait que Mm. si je prends par exemple notre connexion à la nature qu'on partage ensemble, ben c'est pas tant au niveau du champ qui est la nature qu'au niveau de notre capacité d'émerveillement. C'est là qu'il y a comme quelque chose qui se rejoint puis qu'on a un pacte là-dedans. Un pacte bien enveloppé où on va s'enrichir mutuellement de nos découvertes communes, là. Tu sais, elle va trouver quelque chose, elle me l'amène ici. Puis il y a vraiment quelque chose que je peux te dire. Il y a des choses que je vis avec ma petite fille que je vis avec personne d'autre. Puis ça, je trouve ça fort, puis je trouve ça extraordinaire. Puis je bénis la vie qu'on soit aussi proche, puis qu'on ait la chance de le vivre. Parce que ça existerait quand même, même si on était plus loin, puis qu'on se voyait moins, mais heureusement, hein, on peut le vivre, là. Mm. Mm. Comment veux-tu, par rapport à la deuxième petite fille, qu'est-ce, en quoi ça se distingue de l'aînée? Là, tu as parlé d'intérêt, mais dans la façon aussi de partager Mhm. ces intérêts-là, qu'est-ce qu'elle t'apporte, cette petite fille-là? Hmm. La petite, là, c'est un être de relation, là. C'est vraiment depuis aussi sa naissance, là. Dans sa naissance, elle a fait converger des mondes un peu marginaux, là. Tu sais, on a quand même une vie dans un contexte un peu marginal, là, puis on est un peu comme ça dans nos têtes aussi.
Puis il y a, je dirais, la société un petit peu plus conventionnelle, là. Puis des fois, il y a des clivages qui se font par la force des choses, ou même c'est nous qui créons les clivages parce que on essaie d'associer ce qui se ressemble, puis de rejeter ce qui est différent. Puis la petite, dans son contexte de naissance, elle a fait ce job-là de rapprocher les deux univers ensemble. C'est vraiment particulier Hmm. de façon très, très intense. Puis on dirait que dans sa vie, c'est un peu ce qui est venu. J'ai hâte de voir la suite, là, mais on dirait que c'est un peu ce qu'il est venu faire ici, c'est rapprocher les gens. Fait que c'est vraiment, j'ai envie de dire, c'est un petit être ce que j'observe, c'est que les relations pour elle, c'est super important. Quand elle me voit, tout de suite, elle va dire mamie. Tu sais, elle veut que les gens soient ensemble. Elle Fait que rassemble. elle est rassembleuse. Elle est rassembleuse, puis ça Ah peut être oui. les gens qui sont proches d'elle, mais ça peut être des univers différents, comme je disais tantôt. C'est vraiment une rassembleuse. Puis on dirait que c'est une petite qui est vraiment dans une connexion très, très, très intense au niveau relationnel, là. Elle Hmm. prend soin. Tu sais, elle prend soin à l'âge de 2 ans et demi, c'est quand même. Je m'entends le dire, puis je fais comme, mais oui, mais comment elle fait ça, prendre soin des relations à 2 ans et demi, là? Mais c'est vraiment, c'est ça que Hmm. je vois chez elle qui est très riche. Elle veut tout le temps voir tout le monde, elle veut faire sa petite tournée une couple de fois par jour. Si on la faisait juste la suivre, là, sans mettre de contraintes, là, je pense qu'elle passerait son temps à passer d'une maison à l'autre, à voir les gens qu'elle aime, à passer du temps avec eux. Elle est très, très dans la présence. Ouais. Puis elle est toute aussi un point qui me rejoint beaucoup, là, c'est qu'elle est très je vais dire taquine, là, mais je l'embarque beaucoup dans faire des petites blagues, se cacher, faire des petits coups, mais des petits coups gentils, là. Puis elle embarque beaucoup, puis elle trouve ça drôle, puis on se rejoint beaucoup dans nos petites folies, mettons. Fait qu'avec elle, Hmm. c'est beaucoup ça que je vis. Il y a quelque chose de tendre, de cosy, de... Hmm. Ouais, c'est ça, il y a quelque chose qui se... dans une intimité, puis dans une proximité. Puis avec ma plus grande, on dirait que c'est comme l'ouverture sur le monde, sur la découverte, sur les différents univers. Ah oui, puis la plus grande, c'est une petite qui est beaucoup dans les mots, dans le sens qu'elle maîtrise très 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 bien la langue, est intéressée par la langue, est intéressée d'apprendre. Puis on va parler de plein de sujets, puis des trucs vraiment profonds, puis elle veut tout savoir, tout comprendre. Puis sa mère lui explique tout, même les choses très difficiles. Elle va trouver des bons mots pour lui expliquer, là, c'est vraiment extraordinaire. Puis la toute petite, on dirait que c'est pas... Puis là, je les compare, mais c'est vraiment juste pour montrer à quel point nos packs sont différents, puis à quel point mon expérience est aussi riche, mais on n'est pas pantoute dans les mêmes univers. Elle, c'est l'inverse, là. Les mots, c'est... Il y a des mots qu'elle est capable de dire, mais elle les dit pas parce que par un mot plus simple, assez qu'on la comprend, là. Fait que c'est très fonctionnel. C'est vraiment, moi, je veux juste qu'on soit en lien ensemble. Si on arrive à être en lien, demande-moi pas de dire un mot que je suis capable de dire, mais qui est plus long, là. Je vais dire ah ah si je veux manger, même si je suis capable de dire manger parce que c'est plus facile. Fait que je trouve ça beau parce que déjà là, on voit qu'il y a quelque chose dans une fidélité à elle. Pour elle, c'est fonctionnel, puis bon là je parle pour elle, là, je sais pas comment elle se vient à l'intérieur, mais ce que j'observe, c'est il y a comme une négligence dans le bon sens du terme là, de tout. Une priorité, hein? C'est comme une Ouais, priorité qui n'est pas là, qui n'est pas sur le langage, mais qui est sur la relation. c'est en plein Hmm. ça, merci. Ouais, ça vraiment ça met les bons mots, exact. C'est en plein ça. Fait que dans ces expériences-là extrêmement différentes, ça nourrit autant, puis ça nourrit pas les mêmes affaires, puis pas à la même place. Hmm. Mm. Alors, fort de cette expérience-là, qu'est-ce que tu dirais qui sont les conditions favorables? Ça comme me permettrait de clore tranquillement notre entretien. C'est les grandes lignes des conditions favorables à l'épanouissement de l'enfance. Qu'est-ce que tu dirais? Mhm. Ben, je pense que beaucoup l'écoute, l'écoute de l'adulte envers l'enfant, là, puis une espèce d'écoute très ouverte. J'ai envie de dire qu'une écoute qui amène à constater plus qu'à décider, là. Vraiment Hmm. dire, autant dans les choses qui sont belles, de dire, OK, mais c'est quoi le don?
la force, le talent de cet enfant-là, vers où elle va, qu'est-ce qui est important pour elle. Fait qu'à la fois cette écoute-là, puis dans la mesure du possible, essayer de faire de la place pour pas avoir de vue précise sur qu'est-ce qu'on souhaiterait, nous, tu sais. Puis à quelque part, ça veut pas dire de renier ce qu'on souhaiterait, mais de dire, ben oui, c'est ça que je souhaiterais, mais ça, c'est mon souhait à moi, puis de mettre ça de côté. Puis, D'assumer, hein? D'assumer que c'est à moi, ouais, ça, c'est pas à toi. Mm. exact. Parce que des fois, je vais me voir de vouloir aller plus dans une tendance ou aller vers un chemin spécifique, mais quand je suis à vouloir quelque chose, je suis pas en train d'accompagner la- l'épanouissement puis la croissance. Fait que ça, s'il y a quelque chose Mhm. dans l'écoute qui pour moi est super important, puis ça sort de cette contrainte-là que je vois dans la société, là, de qu'est-ce qui est bon pour l'enfant qui part d'un principe ou d'une décision, là. Puis d'être plus dans une écoute de OK, ben je mets ça en place parce que comme parent, je pense que c'est ça qui est mieux, il faut partir de quelque part. Puis après ça, j'écoute. Puis quand j'écoute, c'est pas juste est-ce que l'enfant est content, pas content, mais c'est qu'est-ce qui se développe chez cet enfant-là. Est-ce que l'enfant se développe malgré, est-ce qu'il se développe bien malgré ce que l'enfant va peut-être rechigner, dire, mettons, moi je veux pas ça. OK, tu veux pas ça, je peux t'accueillir là-dedans. On va aller là-dedans quand même parce que moi c'est ça que je sens, que je veux t'offrir. Puis sans avoir la prétention d'avoir raison non plus. Puis pas laisser entendre à l'enfant que je suis pas sûr, là. Pas dire à l'enfant, je suis pas certain, on va l'essayer, mais je peux dire quand même, ben, avec l'état actuel de mes connaissances, moi, c'est ça que je sens avoir à t'offrir. Puis je vois bien que ça fait pas ton affaire. Mais après ça, j'écoute, puis je me réajuste aux besoins. Mais Mm. moi, comme adulte. C'est Fait que ça, c'est comme ça permet de faire le lien avec le flow, comme on nommait tantôt. C'est comment ouais, il y a comme il y a un agenda de la vie. Fait que c'est d'être à l'écoute de l'agenda de l'enfant pour lui offrir les oui, conditions qui vont lui permettre à lui ou à elle de s'épanouir. exact. Puis faire Mm. confiance au fait que les enfants ont des ressources aussi. Ça, je trouve Mhm. ça très important. Dire, OK, tu vis des choses, tu vas puiser, il y a quelque chose à l'intérieur de toi. Il y a faire confiance aux ressources de l'enfant, puis l'accompagner à aller trouver ces ressources-là. C'est beaucoup, je trouve, dans l'écoute de qu'est-ce qui est important pour l'enfant, mais qu'est-ce qui le fait vibrer, qu'est-ce qui l'amène dans l'enthousiasme. À une certaine époque, quand mes enfants étaient plus jeunes, je me suis beaucoup intéressé au unschooling, là, qui est le non-école. Puis ce que j'aimais de ce courant-là, qui a été quand même beaucoup étudié, c'est qu'un enfant, si on l'interrompt pas, pardon, si on l'interrompt pas de jouer, il va toujours être intéressé, puis il va toujours vouloir apprendre, puis il va apprendre par pousser d'enthousiasme. Puis moi, l'enthousiasme, pour moi, c'est vraiment c'est un moteur dans ma propre vie, mais c'est aussi je dirais, un critère d'observation. Où est-ce que l'enfant, il montre de l'enthousiasme dans sa vie? Puis pourquoi? Par rapport à quel sujet? Puis par rapport à quelle façon de faire les choses? Puis il y a c'est pour ça qu'il y a beaucoup une question je pense, de mesure, parce que si on contraint l'enfant d'apprendre des choses spécifiques à des moments spécifiques de sa vie, puis d'une façon spécifique, il y a quelque chose qui peut justement euh, ternir, tuer l'enthousiasme. Puis à la fois, si on laisse l'enfant tout décider, il va pas développer la sécurité nécessaire pour pouvoir Mhm. vivre de l'enthousiasme. Fait que cet enfant-là, puis cet autre enfant-là, qui n'ont pas les mêmes conditions comme deux plantes différentes, ils n'ont pas besoin, ils ont pas nécessairement les mêmes besoins de sol, d'ensoleillement, d'eau, de minéraux, mais qu'est-ce qui va permettre qu'ils vivent des poussées d'enthousiasme ou des poussées de croissance ou des poussées d'épanouissement? Puis ça, je trouve ça extrêmement précieux de pouvoir observer l'enfant à travers ses découvertes, puis à travers son enthousiasme. Où est-ce que l'enfant, il semble bien heureux, puis C'est comme d'accompagner notre ça. guide, hein? C'est notre guide pour Mhm. nous pister sur les conditions qu'il a besoin pour s'épanouir. Puis ça nous ramène à l'écoute. Justement, cette observation-là, mais c'est une forme d'écoute, là, d'observer, là.
Fait que Ouais, d'être absolument. attentif à ça, là. Ouais, ouais, vraiment, vraiment, vraiment cette Mm. écoute-là ouverte, dégagée dépouillée de nos propres vues, de nos propres croyances. Pas comme s'il n'existait pas, mais juste dire, OK, est-ce que je peux écouter en dehors de ce cadre-là que je me Ah, de mets, puis de cette l'espace. idée-là mentale que j'ai, là. Ouais, Ouais, exact. ouais, ouais. Oh, c'est fabuleux. Mhm. Super. Est-ce qu'il y aurait un mot de la fin que tu aimerais laisser pour cet entretien? Qu'est-ce que tu aimerais Mm. laisser comme pour les parents, mais aussi pour les professionnels qui travaillent avec les enfants, les jeunes enfants? Qu'est-ce que serait un Mhm. mot de la fin que tu aimerais laisser? Ouais, ben je pense que comme ben je reviens avec cette idée-là, puis surtout que je suis interpellé à ce niveau-là, mais comme adulte envers un enfant, moi j'invite tout le monde à d'abord prendre conscience à quel point notre présence peut être influente pour un enfant, même si on n'est pas le parent. Puis, puis à la fois prendre conscience de ça, ça veut aussi dire qu'on a un rôle important à jouer quand les enfants croisent notre route. Puis moi, j'ai plein de rencontres très formatrices de ce que je suis devenu, puis d'adultes qui sont passés des fois brièvement dans ma vie. Puis je pense que ce rôle-là d'adulte envers les enfants, là, c'est important de le comprendre, puis de voir que c'est vraiment avec notre capacité à nous impliquer personnellement. Beaucoup. On dirait que c'est ça qui revient, là, de sortir de ben, je fais ça pour ton bien. Non, je fais pas ça pour ton bien. Je fais ça pour moi parce que je pense que c'est ça qui est mieux pour toi. Mais puis on n'est pas obligé de le dire à l'enfant, mais de le porter, d'avoir cette humilité-là, de dire, regarde, comme adulte, là, moi je pense que c'est ça qui est le meilleur, puis je vais le faire pour moi. Puis de sortir de cette idée-là que je sais, à la Mm, place de l'enfant ce qui est bon pour lui. Fait que mm, je fais ce que je pense qui est le meilleur, je le fais pour moi, j'observe ce que ça a comme conséquence, puis après ça, je m'ajuste. Mais mm, à la fois cette humilité-là, puis la responsabilité qu'on a envers les enfants, je trouve que c'est important à prendre conscience, puis à porter. On a vraiment un mm, grand rôle à jouer pour les enfants d'aujourd'hui. Ça a toujours été là, le rôle des adultes vers les enfants, mais j'ai envie de dire surtout dans un contexte où peut-être qu'on est un petit peu plus égaré, où c'est moins facile, notre rôle il n'est pas sur le bord de disparaître. On a un beau rôle à jouer comme adulte c'est envers les clair, enfants. c'est clair. Ah oui. Mm. Ah, super. Mais merci beaucoup, Serge, pour toute cette. Oh, c'est comme plein d'enseignements à travers le partage de ton expérience. C'est très inspirant aussi. Et Mm. tout comment tu es touché. C'est ça qui est aussi très inspirant de voir comment le cœur est tout vibrant par rapport à cette Mm. expérience-là. Et que en tout cas, moi, ça m'a touché aussi de te voir dans cette vulnérabilité associée à la beauté de ce que tu peux vivre avec tes petites filles et Mm. aussi comment tout ça est ancré dans une solidité, dans une expérience de vie qui est remplie de sagesse. Fait que merci pour ton regard sur cette expérience de l'enfance et de l'épanouissement. Merci beaucoup à toi. Mm. Ben, merci beaucoup, Suzanne, puis merci d'offrir cet espace-là qui doit être très bon pour les parents d'aujourd'hui, là, de pouvoir avoir accès à plein de regards, plein de points de vue, puis plein d'expériences comme ça. Merci beaucoup. C'est un plaisir. Alors, Mm. au revoir tout le monde.